Bonjour. Sous les clameurs et les vivat d'une foule joyeuse et colorée, amassée sur les rochers de la Tête de Maure, le pharaon actuel, la galère royale rentre majestueusement dans le port de Marseille. Sa poupe est incrustée de nacre, d'ivoire à profusion, de lapis-lazuli et d'or. 20 cercles de brillant métal ornent ses flancs de pierres précieuses savamment enchâssées. Ce 3 novembre de l'an de grâce 1600, le bon roi Henri IV épousait à Marseille la Florentine Marie de Médicis. Par un ponton recouvert de tapis qui va de la rive à l'hôtel de ville, la jeune princesse, le cœur battant, descend précautionneusement dans sa robe verte à manches d'argent. Henri ne peut dissimuler sa joie et son émotion. Ainsi, même Marseille, l'éternel rebelle, après moult péripéties, avait fini par se rendre au roi converti, qui, dit-on, se serait alors écrié « C'est maintenant que je suis roi de France !» Avec la paix et la promulgation de l'édit de Nantes, la ville, née du mariage mythique du grec Protis, de Phocée et de la ligure Gyptis, avec derrière elle un passé déjà glorieux, mais qui endurait depuis un quart de siècle des violences et des troubles religieux, allait rapidement s'enrichir et s'épanouir, même après l'assassinat du roi en 1610, donnant raison au funeste proverbe provençal « Aujourd'hui Bagnères, demain civière ». 60 ans après, Henri IV, en mars 1660, les Marseillais pavoisaient à nouveau pour recevoir Louis XIV, qui venait pourtant de mater la cité soulevée contre ses consuls. Cette révolte, qui avait failli ébranler sévèrement l'autorité du jeune souverain, avait eu à sa tête un meneur, comme l'on dirait aujourd'hui. Il s'agissait de Jean-François de Niozelle, né à Marseille en 1620 et qui, après Cazaux, fut l'un de ces Marseillais, injustement méconnus de nos jours, qui voulurent maintenir l'autonomie de la cité contre l'autorité envahissante du pouvoir exécutif. À partir de 1657, il prit la tête d'un parti qui s'opposait à toute atteinte aux privilèges de la ville et devint très vite l'un des principaux chefs de la rébellion marseillaise. Il crut un temps faire reculer le roi de France, mais le pot de terre ne parviendra jamais à résister contre le pot de fer. Sa tête mise à prix, il s'embarqua discrètement pour l'Espagne, où son exil dura 40 ans. Il ne devait retrouver sa chère ville que pour y mourir. À la place de sa maison rasée par les soldats, une pyramide fut érigée. Suprême affront pour ce chantre de l'indépendance de Marseille, qui, de nos jours, conduirait une liste politique aux élections municipales, qui pourrait s'appeler Marseille, liberté, prospérité. Les Marseillais sont souvent déconcertants et imprévisibles. Tout au long de leur histoire, ils se sont opposés, parfois violemment, à la mainmise du pouvoir central sur leur ville, mais dès qu'une tête couronnée, fût-ce celle même de leur bourreau, faisait son entrée dans la cité, ils oubliaient leurs souffrances et leurs convictions, éclataient en ovations et, perdant la tête, prêts à tout les délires, dépensés sans compter pour recevoir avec faste le visiteur. Louis XIV jubilé. Avec pompe et entouré de toute sa cour, il entra dans la ville par la brèche que l'on avait faite en abattant les murailles pour punir en quelque sorte les Marseillais de leur révolte.
le spectacle qui s'offre à sa vue est réellement grandiose. Fenêtres et balcons plient sous des grappes humaines. La foule est en délire et les pleurs se mêlent aux rires. Des myriades de fleurs multicolores jonchent le sol et tapissent les maisons. Le roi est reçu notamment dans la maison de l'écuyer Thomas de Mirabeau, qui avait pris parti pour la couronne au temps de la Fronde et espérait bien en tirer quelques avantages. Pour remercier de son hospitalité Thomas de Mirabeau, Louis XIV lui promit un marquisat, qu'il oublia d'ailleurs bien vite de lui concéder. C'est probablement depuis cette époque que les Mirabeau, dont le plus célèbre d'entre eux s'illustrera 130 ans plus tard sous la Révolution française, conçurent des doutes sur les promesses royales. Ce n'est en fait qu'en 1685 que la terre de Mirabeau fut érigée en marquisat. Le roi Soleil n'imaginait pas alors qu'elle donnerait naissance à celui que Goethe surnommera l'Hercule de la Révolution. Malgré l'accueil triomphant de la population, les fêtes grandioses, pèlerinages, promenades en mer qui agrémentèrent le séjour royal, le jeune souverain n'était pas dupe des sentiments profonds de la majorité des Marseillais et il resta toujours méfiant envers ce peuple violent et libertin, envers cette ville qui aujourd'hui l'adule, mais qui demain pourrait bien se réveiller et bafouer à nouveau son autorité. C'est la raison pour laquelle il décida la construction d'un fort qu'avec sarcasme il appellera sa Bastide. Bien avant d'ailleurs la rentrée solennelle du roi dans la cité phocéenne, le chevalier de Clerville, commissaire général des fortifications du royaume, était arrivé de Lorraine pour déterminer l'emplacement de cette citadelle qui devait protéger Marseille contre toute attaque maritime, mais surtout devait la tenir en respect et la dissuader de toute velléité de révolte. Le maréchal de la Ferté, qui commandait à Nancy, aurait eu ce mot d'esprit pour commenter la venue du chevalier, maître et rival de Vauban. Il faut que Marseille soit en pitoyable état pour qu'on y appelle le bourreau. Hautain et vaniteux, Clerville, un grand nez de toucan sous une perruque saumon, suscita aussitôt un phénomène de rejet de la part des Marseillais que ces réels efforts d'adaptation à nos coutumes et à notre caractère ne parvinrent pas à enrayer. L'on envisagea plusieurs sites pour l'édification du fort. La Tête de Mort, le plateau Saint-Charles, le plan Saint-Michel, puis finalement Clerville choisit un emplacement assez vaste à l'embouchure du port, derrière l'abbaye Saint-Victor, et les travaux de construction de la citadelle Saint-Nicolas commencèrent dès le 10 février, moins de 20 jours après la reprise en main de la ville par les troupes royales. La première pierre fut posée par le duc de Mercœur, gouverneur de Provence. Les travaux, gigantesques, furent menés à un rythme frénétique et ne durèrent que 4 années. Nulle joie ne se manifesta chez les Marseillais durant l'édification du fort, même si, comme on l'a vu, ils accueillirent avec chaleur le jeune roi. Ils n'ignoraient pas les desseins de celui-ci et savaient que Saint-Nicolas, comme le fort Saint-Jean, dont la construction commence en 1668, ne sont bâtis en fait que pour les surveiller. Sous la direction de Jean-Étienne Fieusse, maître maçon, la construction de Saint-Nicolas va employer plus d'1 millier d'hommes. La pierre provient de la couronne, la chaux est achetée à Cassis. Dès 1663, les travaux étaient achevés pour le Haut-Fort, le Haut-Fort dit d'Entrecasteaux,
et en 1664 pour le bas-fort dit Gantomme. L'année suivante, sous l'impulsion de Nicolas Arnoux, l'homme de Colbert, qui vient d'être nommé par le roi intendant des galères, l'arsenal des galères de Marseille, en sommeil depuis plus de 100 ans, connaît un nouvel et fulgurant essor. À partir de 1666, toujours sous l'impulsion de Nicolas Arnoux, la surface de Marseille triple. L'ancien rempart qui ceinturait la ville et contenait son expansion est entièrement démoli. On peut encore voir actuellement une portion de 100 mètres de cette enceinte dans l'actuelle rue des Lys. Le cours, actuel cours Belzunce, aménagé, en devint la pièce maîtresse. Pendant 2 siècles, il fut considéré à juste titre par les voyageurs comme le plus beau cours d'Europe. De par le désir du roi et sur les instances de Nicolas Arnoux, Marseille cessait d'être un gros bourg médiéval informe et tel un papillon surgissant de son cocon, devenait une ville moderne. Pourtant, pas plus que Clerville, Arnoux, cet étranger, comme on se plaisait à l'appeler à Marseille, ne fut jamais adopté par la population. On le jugeait trop austère, et lui-même n'appréciait guère la volubilité marseillaise. Bonnes gens, grand brailleur, qui parle plus des épaules que de la langue, écrivait-il avec un évident esprit d'observation. Il faut qu'il parle, il faut le laisser parler. Le 16 juin 1666, sur la rive nord du port, le roi ordonna la construction d'une 2e citadelle sur le promontoire Saint-Jean. Les grosses œuvres de la construction étaient presque achevées en 1671, avant la mort subite du chevalier de Clerville. Vauban succéda au chevalier et décida de renforcer la protection du fort en creusant un large fossé destiné à isoler totalement le promontoire. La construction du fort avait nécessité la démolition de nombreuses habitations du quartier Saint-Jean ainsi qu'une partie de l'église Saint-Laurent remodelée à cette occasion. Vauban ne fut guère tendre avec Lerville, qui fut son élève, et n'eut d'autre ambition, faut-il le préciser, que de le supplanter. En 1679, il visite la citadelle Saint-Nicolas, œuvre du chevalier, et le 18 mars, il écrivit à Louvois. J'ai visité la citadelle de Marseille, qui est un assemblage fort magnifique de tout ce qui n'a jamais passé d'extravagant et de ridicule par la tête des plus méchants ingénieurs du monde. Figurez-vous que la plupart des flancs n'y servent que d'ornement, et ainsi du reste. J'appréhende que quand le roi le verra, la honte qu'une telle pièce se soit faite sous son règne et par ses ordres ne lui fasse prendre quelque résolution peu favorable pour elle. Et il ajoute qu'il y a un lieu fort près de là, appelé Tête de Mort, où pour 200 000 écus de dépenses, on aurait fait une place imprenable qui aurait beaucoup mieux commandé à la ville et au port et n'aurait été commandée que de la hauteur ou la citadelle qu'on aurait aplanie pour 100 000 francs. Plus tard, au cours de la guerre de succession d'Espagne, alors que l'on pouvait craindre une attaque maritime sur la ville, le grand Vauban revint à Marseille et rédigea un projet de défense le 11 avril 1701 qui ne fut réalisé que partiellement. Il critiqua à nouveau la citadelle Saint-Nicolas, qui est dite la plus mauvaise de l'univers, l'abrégée d'un désordre. Certes, il faut bien reconnaître que la citadelle Saint-Nicolas demeurera dans l'histoire un fort d'opérette, plus conçu pour la montre que pour l'efficacité. Mais les Marseillais, pourtant en majorité hostiles à sa construction, finiront par l'adopter peu à peu. Et au fil des années, elle deviendra
deviendra un monument emblématique de notre ville, au même titre que l'hôtel de ville, l'abbaye de Saint-Victor ou le fort Saint-Jean. Une fois rentré dans le giron de la France, Marseille, comme on le verra, va se transformer et s'embellir et sera aussi bien traitée que les autres grandes villes du royaume. Ainsi, par exemple, en 1697, un édit royal comptait Marseille parmi les grandes villes qui devaient posséder des réverbères. On en disposa aussitôt un certain nombre, notamment sur le cours et dans les grandes artères, mais le vieux Marseille demeurera obstinément plongé dans l'obscurité. C'est d'abord le port et ses quartiers environnants qui allaient connaître l'essor le plus spectaculaire avec la renaissance de l'arsenal des galères. Les galères, qui deviennent avec Nicolas Arnoux le symbole même de la ville et une formidable vitrine pour elle, sont de superbes bâtiments, richement décorés, qui, lors des parades dans le Vieux-Port, offrent aux Marseillais un spectacle éblouissant d'une magnificence baroque. Elle possède 2 mâts, dits arbres de mestre et arbres de trinquet, dont les longues vergues portent des voiles latines. Elles vont donc à la rame, ou bien à la voile, ou aux 2 allures, à une vitesse d'environ 4 nœuds, soit 8 km/h, ce qui pour l'époque est assez remarquable. L'artillerie, qui comprend 5 canons, se logeait sous la rambarde au château de Proue. Avec leurs poupes chargées de bas-reliefs dorés, arborant flammes, oriflammes et pavillons aux couleurs flamboyantes, elles font penser au navire féerique de Venise, la Sérénissime. Leurs coques sont peintes en blanc pour les réales, les galères royales, qui peuvent atteindre 60 mètres, en noir ou en rouge sang pour les autres, les ordinaires, d'une longueur moyenne de 47 mètres et une largeur de 6. La possession d'une importante flotte de galères est, selon Louis XIV, une nécessité pour démontrer à tous sa toute-puissance et celle de la France. Destinée à escorter des convois de troupes ou de ravitaillement, à transporter des personnages importants ou à combattre les barbaresques, elles sont à la fois une arme de combat et de prestige et permettent à Marseille de remplir sa vocation de grand port méditerranéen de la France. Par ailleurs, l'arsenal des galères à Marseille retrouve toute sa splendeur. Avec ses 28 galères, portées à 41 en 1692, et ses magasins harmonieux qui s'étendent sur une grande partie du quai de Rive-Neuve, il devient une curiosité pour les voyageurs. On admire la beauté du parc royal, dominé par le haut pavillon de l'horloge, la richesse de la maison de l'intendant, la profusion des armes, la magnificence des galères, et particulièrement de celles construites en un jour à l'Arsenal, en un jour, à l'occasion de la visite du marquis Jean-Baptiste de Seignelay, fils de Colbert et secrétaire d'État à la Marine, le 29 mars 1679. Bordé sur toute sa longueur par un mur qui s'avançait à l'est jusqu'à la hauteur de l'actuelle place de la Bourse, l'Arsenal constituait une véritable ville dans la ville. Le corps des galères comptait 20 000 hommes répartis en 12 000 forçats, 5 000 matelots et soldats, 1 000 sous-officiers et 2 000 officiers d'épée, 200 officiers de plume, commis et écrivains, 300 maîtres ouvriers et compagnons et environ 2 500 manœuvres saisonniers. Cela représentait plus du quart de la population de Marseille, qui comptait 45 000 habitants en 1660, lors du début de la construction du fort Saint-Nicolas, et 75 000 en 1720, à la veille de la Grande Peste. En ce qui concerne les galériens eux-mêmes,
Il faut reconnaître que leurs conditions de vie sont particulièrement épouvantables. Ils n'ont pour seule identité que 3 lettres, G, A, L, gravées au fer rouge sur les portes. Ils sont au nombre de 300 en moyenne et se partagent l'espace de la vogue, soit 52 à 64 bancs disposés en arêtes de poisson obliquement de chaque côté de la galère. Les 5 galériens, enchaînés à chaque banc par le pied gauche, sont confinés dans un espace de 3,30 m de long sur 1,30 m de large, et cela de jour comme de nuit, pendant 2 ou 3 mois, durée moyenne d'une campagne. Et ils manient une rame de 17 mètres de long. Les galériens sont nourris quotidiennement de quelques biscuits, de 120 grammes de fèves et d'un peu de vin. Ils sont surveillés et commandés par le comite, qui porte autour du cou un sifflet d'argent et se tient debout à la poupe près du capitaine, et 2 sous-comites ayant au point un nerf de bœuf, un fouet ou un bâton. À la suite viennent les argousins, qui enferraient et déferraient les prisonniers et les faisaient raser, fouetter et estrapader. Dans ses mémoires, la grande mademoiselle, qui accompagna Louis XIV et la cour à Marseille en 1660, semble s'émouvoir de leur pitoyable situation. De voir cette quantité d'hommes nus, sans chemise, hors une espèce de caleçon, rasés, noirs de soleil, cela est affreux. Enchaînés, cela donne une idée de l'enfer. On en a horreur et pitié. Puis, comme pour justifier l'intolérable, elle ajoute « Quand l'on fait réflexion que ce sont de méchantes gens, on en a moins. » S'il y a effectivement des voleurs et des criminels de la pire espèce parmi ces malheureux, on rencontre surtout des cathares, des vaudois, des protestants, des hommes qui ont préféré l'enfer des galères à la trahison de leur foi. Un forçat protestant, Jean Marteil, originaire de Bergerac et condamné aux galères à cause de son refus obstiné de désavouer sa religion, a laissé des mémoires assez remarquables, édités en Hollande en 1864, qui évoquent la dure vie sur les galères et relate notamment les fêtes qui étaient données sur le port, dont les galères luxueusement parées étaient les vedettes. À l'intérieur même des galères, les forçats participaient involontairement au spectacle donné aux privilégiés avides de sensationnel. Les seigneurs et dames, écrit Jean Marteil, après avoir parcouru la galère d'un bout à l'autre sur le coursier, reviennent à la poupe, s'asseyant sur des fauteuils, et le comite commande l'exercice à la chourme au son du sifflet. Au premier temps, chacun ôte son bonnet, au second temps, la casaque, au troisième, la chemise. On voit alors que des corps nus. Ensuite, on leur fait faire ce qu'on appelle en provençal la mounine, ou les singes. On les fait coucher dans leur banc. Alors tous ces hommes se perdent à la vue. Après, on leur fait lever le doigt indice, puis la tête, puis une jambe, ensuite tout droit sur leurs pieds, puis tousser, tous ensemble, s'embrasser, se jeter l'un sur l'autre à bas, et encore diverses postures indécentes et ridicules qui, au lieu de divertir les spectateurs, font concevoir aux honnêtes gens de l'horreur pour cet exercice où l'on traite des hommes, et qui plus est, des hommes chrétiens, comme s'ils étaient des bêtes. Pourtant, si les galériens sont traités si durement, leurs âmes font néanmoins l'objet de quelques attentions. Les divins services sont célébrés, sauf en mer, où l'on ne disait jamais la messe.
C'était le rôle du prêtre de la Goualière, qui doit avoir la candeur et bonté que requiert sa profession, et être docte et charitable et diligent d'assister tant de gens de liberté que les pauvres forçats, car toutes les âmes sont également chères à Dieu. Les soldats, qui sont au nombre de 80 à 100 par galère, ne sont pas beaucoup mieux lotis que les forçats, et vivent eux aussi dans un espace très étroit, une coursive qui va d'un bout à l'autre de la galère au-dessus des bancs des forçats. Seuls les quelques officiers, une dizaine en général, bénéficient de conditions légèrement meilleures. En dépit de la situation abominable de la vie de leurs galériens à Marseille au temps des galères, Marseille ne vit pas dans la morosité, et comme on va le voir, les fêtes sont nombreuses, et tous y participent. Le port est le centre nerveux de la cité, en même temps que le centre festif, et le voyageur, on ne dit pas encore le touriste, prend beaucoup de plaisir à flâner dans la plus belle ville du monde, si l'on en croit le plus célèbre fils de la cité, Pierre Puget, le Michel-Ange français. C'est incontestablement le port qui, pour le voyageur, a le plus d'attrait. Il est fort long, écrit le président des Brosses, et beaucoup moins large en proportion, plein à l'excès de toutes sortes de bâtiments, felouques, tartanes, caïques, brigantins, pinques, vaisseaux marchands et galères qui en font le principal ornement. À l'image de la ville bigarrée et hétéroclite, le port grouille de vie et d'agitation. C'est le royaume des boutiquiers, des offiers, des pêcheurs, mais aussi des porteurs de la compagnie de messagerie de chaises de poste, des jongleurs et des avaleurs de feu. Le long des quais se côtoient, le plus naturellement du monde, les tricornes empanachés des officiers de la Royale, les bonnets rouges des forçats, les coiffes serrées des belles dames, la bourguignotte ou le morion des soldats, les chapeaux étranges des femmes des galériens en visite. On ressent partout cette singulière atmosphère de mort, de souffrance, de vice, de combinaisons sordides, mais aussi de fête, de charité et de fraternité. Les galériens sont terriblement présents tout autour de l'arsenal. En hiver, durant la période de désarmement, ils avaient la faculté de brocher, c'est-à-dire de tricoter des bas, occupation universellement répandue parmi eux. Ils pouvaient également exercer différents petits métiers dans ce que l'on appelait les baraques, sorte de petites cahutes édifiées le long du quai de l'Arsenal. Tous les voyageurs l'ont noté avec le même étonnement que Claude Jordan en 1695 dans ses voyages historiques de l'Europe. Les esclaves ont à Marseille, le long du port, de petites boutiques de barbiers et de fripiers semblables à celles du Pont-Neuf de Paris, où ils vendent toutes sortes de linge, bas et autres hardes. Ceux qui ont cette permission y sont enchaînés dès le matin et savent ce qu'ils doivent donner par jour à leurs officiers. Il y en a d'autres qui forment des bandes de violons, de trompettes, de hautbois et autres instruments qui, tous enchaînés ensemble et suivis d'un soldat, vont dans les cabarets et autres maisons divertir ceux qui veulent leur donner quelque chose. Beaucoup sont turcs, avec une grosse moustache noire et une seule mèche au sommet d'un crâne rasé. Deux métiers leur demeuraient toutefois strictement interdits: l'orfèvrerie et la serrurerie, pour des raisons évidentes. C'est dans ces baraques que certains candidats à la belle, comme l'appelèrent plus tard les bagnards de Guyane, préparaient à tête reposée les préparatifs de leur fuite. En fait, les forçats trouvaient surtout des possibilités d'évasion en se faisant tout simplement embaucher durant l'hivernage, soit au domicile des officiers ou fonctionnaires des galères, soit même chez des particuliers.
Certains liens se créaient et ils demeuraient souvent la nuit chez leurs employeurs pour finir par y vivre en quasi-liberté. Selon Georges de Lalandelle, écrivain de mer assez oublié, le forçat pouvait également s'évader légalement, en acceptant, à l'occasion du lancement d'un navire, de faire sauter d'un coup de masse le dernier étançon le retenant sur la cale de lancement. Il avait toutes les chances, si l'on peut dire, de se faire écraser par la coque du bâtiment libéré. Mais s'il en réchappait, il était aussitôt débarrassé de ses fers et rendu à la liberté. Je dois dire que je n'ai jamais rencontré aucun texte confirmant cette étonnante révélation. Revenons à présent sur le port, où se dégage une atmosphère un peu irréelle, assez surréaliste, qui surprennent les non-initiés. Dans cette langue provençale, aux senteurs de thym et d'iode, les cris stridents des poissonnières, qui de tout temps ont fait partie de l'âme marseillaise, retentissent au-dessus d'une forêt de mâts. L'opéotum, le beau ton, qu'etum, quel poulet, quel ton, quel poulet. Curieuse comparaison entre le thon et le poulet. Mais aussi, leis marius que boulegoun, les merlans qui remuent, leis sardinos quomodorus, les sardines grosses comme des orioles, les rougesses de roc, les rougets de roc. Ah. Souvent, certes, on croise dans la rue des souffreteux et des pauvres. L'expression ordinaire qu'elle emploie et qui marque la compassion est pécaire, pauvré, qui francisé est devenu peu cher, encore si couramment employé de nos jours à Marseille. Mais même les pauvres ont le sourire et la blague aux lèvres. Un notable Suisse de passage à Marseille le notera dans son carnet de route. À Marseille, écrit-il, il y a aussi des pauvres, des gueux, des éclopés, comme partout. Mais ici, ils ne semblent pas tristes. Souvent même, ils sont joyeux. Il faut dire que tout semblait fait dans la cité phocéenne pour que tout le monde soit joyeux et s'amuse. Jean Marteil nous parlait des nombreuses fêtes qui étaient données sur le port et dont les galères étaient les vedettes. À Marseille, durant tout le XVIIe siècle, les fêtes étaient très fréquentes et elles ne concernaient pas une élite, mais l'ensemble de la population. On dénombrait pas moins d'une trentaine de fêtes religieuses chômées jusqu'à la veille de la Révolution, celles que l'on connaît encore de nos jours, auxquelles il convient d'ajouter la fête des rois, le 6 janvier, la fête Dieu et la nativité de la Vierge, pour ne citer que les plus importantes, sans parler des fêtes profanes, fêtes du quartier, fêtes spontanées célébrant une pêche exceptionnelle, le départ des botanistes pour leurs expéditions dans les collines provençales, la réfection d'une rue, l'anniversaire de l'un, la naissance de l'autre. Il n'y avait plus alors ni riches, ni pauvres, ni nobles, ni valets. Chacun faisait de la musique, ou chantait. Presque tous les Marseillais en ce temps-là jouaient d'un instrument de musique. Parmi les fêtes qui mettaient le plus la ville en transe, la plus éclatante était sans doute la course du capitaine de Saint-Victor, le 21 juillet, fête à la fois profane et religieuse. Nos modernes organisateurs de réjouissances publiques n'ont rien inventé en matière d'ordonnancement de défilés fastueux. À la veille du jour fêtant le martyre de Victor, officier romain converti au christianisme et mis à mort pour cette raison, protecteur de l'abbaye qui porte son nom, un gentilhomme, choisi parmi les plus grandes familles de Marseille, était désigné pour incarner le capitaine de Saint-Victor et traverser toute la ville, entouré d'un cortège éblouissant et encadré par la foule joyeuse et émue, au large
charme et dont les chants se mêlaient aux sonorités de milliers d'instruments de musique. Cette fête avait cette particularité que souligne l'historien François Tavernier. Elle ajoutait à son caractère une signification civique. Elle manifestait la cohésion de la communauté urbaine, le lien spirituel qui en unissait les membres. Une autre fête populaire déplaçait des foules énormes à Marseille et réunissait toutes les classes de la société dans une liesse indescriptible. C'était le carême entrant, carême rentrant. Un mannequin, à l'effigie de Caramontran, personnage pitoyable, proche cousin de Paillasse, était promené au cours du carnaval et brûlé sur l'esplanade de la Major par les Marseillais qui chantaient alors « Adieu pauvre Caramontran !» De passage à Marseille en septembre 1760, le célèbre libertin Giacomo Casanova se réjouira d'assister à ces fêtes joyeuses et colorées. Il sera aussi enchanté par la nourriture marseillaise. Les rougets qu'on mange là sont uniques, notera-t-il. Il écrira également « Il me semble de voir partout la liberté de mon pays natal, Venise, dans les mélanges que j'observe de toutes les nations et dans la différence du costume. » Il s'enflammera bien évidemment pour les belles Marseillaises que lui présente Louis de Forbin, son guide, et conclura à la fin de son séjour, en subtil connaisseur qu'il est en la matière. Il n'y a pas de ville en France où les libertinages des filles soient poussés plus loin qu'à Marseille. Non seulement elles se piquent de ne rien refuser, mais elles sont même les premières à offrir à l'homme ce que l'homme n'ose pas toujours demander. Le rythme de ces fêtes à Marseille était soutenu, mais rien ne vous empêchait de vous éloigner de la foule et de prendre un peu de repos en vous arrêtant un moment rue de la Loge, par exemple, chez un liquoriste proche, où une tasse de moka brûlant vous était servie. En fin d'après-midi, vous pouviez croiser des hommes qui venaient de décharger des cajots de coquillages. Certains crient « Les beis muscles, les belles moules, les sarapedos, les frères de Toulon, les soussins, tout est coupa, tout est dubers, les oursins sont coupés, tous, tout ouverts. » Alors, la vente des coquillages se fait alors par d'autres marchands que les poissonnières, et on assiste souvent à une sorte de rivalité sur les étals entre les uns et les autres. En s'éloignant du port, on entend encore, de loin en loin, « Les clovissos de la réserve », les clovis de la réserve. Ce coquillage, apporté en grande quantité des côtes du Languedoc, était parqué alors dans l'anse de la Fontaine du Roi, à l'entrée du port, sous le fort Saint-Nicolas, et comme le commandant du fort avait le droit d'affermer cette pêche, l'anse prit le nom qu'on lui donne encore de nos jours de la réserve. Bientôt le soleil prend congé, et dans l'air soyeux du soir, vous pouviez alors savourer, en rêvant cette heure de plénitude, avant d'aller déguster un excellent repas. La plupart des voyageurs vanteront la restauration à Marseille ainsi que l'hôtellerie. Jean de Priac, auteur de Voyages faits en Provence, écrivit même un petit poème décrivant un menu servi à l'hôtel La Croix de Malte, situé dans l'actuelle rue Magenta, et je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. Voilà. Nous y fûmes fort bien traités. Le vin était fort frais et d'un goût admirable. Les petits ortolans, ces oiseaux tant vantés, furent soir et matin servis sur notre table. Je ne dis rien de l'abondance de fruits exquis et délicats, des figues, des melons et de ces bons muscats
qui sont si communs en Provence, et dont tous nos friands font ici tant de cas. Les relations de voyage, précieux témoignages de ce temps, évoquent aussi très souvent les maisons de campagne des Marseillais, qu'ils appelaient Bastides. Elles étaient proches de 20 000 à la fin du XVIIe siècle. Georges Martin, prêtre voyageur, dans ses carnets, se dit conquis par elles et loue la diversité et le nombre de ces jolies bastides qui font mourir les chèvres par leur blancheur de neige. Le lendemain matin, le soleil ruisselle sur le port, où un léger mistral fait claquer les voiles d'une multitude de navires de toute taille. Tout emperlé et emplumé, avec bijoux au col, épées et dagues aux flancs et pompons aux souliers, le capitaine Marin, au nom prédestiné, embarque avec solennité à bord de la Réale, qui attend ses ordres pour appareiller. Il est, selon l'usage dans la marine, depuis des temps immémoriaux, seul maître à bord, après Dieu, évidemment. Mais ce qualificatif prend ici toute sa signification. En effet, le prestige et les honneurs liés à cette fonction sont considérables dans ce microcosme de la société que représente la galère. Et il n'est pas abusif de dire que le capitaine des galères, issu en général de la petite noblesse provençale, est le roi soleil sur son bâtiment, ou tout au moins sa parfaite émanation. Il est à la fois le maître d'un bâtiment de guerre et le chef d'une prison flottante, un marin et un garde-chiourme. À en croire nos archives, il apparaît cependant que la plupart des capitaines de galère étaient des marins assez médiocres et qu'ils éprouvaient beaucoup de dégoût pour leur fonction de garde-chiourme. Barras de la Penne, chef d'escadron des galères au début du XVIIIe siècle, fameux marin, peste dans ses célèbres mémoires sur les galères, la science des galères, contre les capitaines qui laissent aux pilotes et aux coms la conduite de chaque galère. Dans ce contexte de larmes et de sueur pour les malheureux qui ployaient sous le fouet, on ne peut parler des galères à Marseille sans évoquer la figure édifiante de Saint Vincent de Paul, qui fut, faut-il le rappeler, aumônier général des galères et avait une tendresse particulière pour Marseille, où il séjourna à plusieurs reprises. Tout jeune prêtre, il se rendit dans notre cité dans les années 1600 à l'occasion d'une succession et fut charmé par le ciel bleu ainsi que par la joie et la chaleur des Marseillais qui rayonnent partout. Il s'était installé dans un hôtel ayant vue sur le port, sans doute une simple auberge dont on aimerait bien connaître le nom, de même que celui de ce gentilhomme du Languedoc dont il fit la connaissance, avec lequel il visita la ville et qui le pressa de rentrer en sa compagnie par voie de mer jusqu'à Narbonne. Ce qui devait être une agréable traversée fut pour le jeune Vincent la plus horrible des expériences qui marquera profondément sa personnalité. En effet, capturé en pleine mer par des pirates turcs, enchaîné, vendu comme esclave à Tunis, il connaîtra toutes les souffrances et toutes les humiliations. Finalement, il parviendra à s'enfuir après avoir converti son maître. De cette mésaventure, il conservera une affection profonde pour tous les opprimés. Et le jour où, pour la première fois, lui apparurent les forçats, ce ne fut pas pour lui une découverte. Il se rappela: j'en ai été un. Proposé par M. de Gondy, général des galères du roi, qui avait une grande considération pour lui, Vincent reçut du roi Louis XIII, en février 1619, la charge d'aumônier des galères. Et par cet acte important,
le modeste prêtre devint un personnage presque officiel qui avait la charge des galériens, mais aussi des forçats de tous les bagnes de France. Il retrouve alors Marseille et, dès son arrivée dans le port, se fait conduire au quai où mouillent les galères. Il s'émeut à la vue des chaînes et à la stupéfaction des galériens. Il soulève les fers et il les baisse. Il parle à chacun des forçats, les embrasse, pleure avec eux, partage leur maigre pitance. Il est tout de suite adopté, même par les plus scélérats. À plusieurs reprises, il s'embarquera dans des galères afin de partager la vie de ces infortunés. C'est sans doute vers 1620 que l'on peut situer l'histoire fameuse qui n'est pas inutile de rappeler. Devenu très populaire à Marseille, Vincent redoutait d'être désormais reçu avec tous les honneurs comme un grand seigneur. Il s'efforçait donc, dans tous ses déplacements, de conserver l'incognito. Un jour, sur une galère voguant vers Marseille, il fut touché par l'extrême désespoir d'un forçat que l'on avait arraché à sa femme et à ses enfants, condamné de ce fait à la plus grande misère. Comment pourrait-il secourir ce malheureux, si ce n'est en prenant tout simplement sa place? L'officier, auquel il présenta sa requête, bien que fort surpris et sans doute ému, accepta l'échange. Aussitôt, le forçat, fou de joie et de reconnaissance envers son sauveur inconnu, est délivré et les fers encore tout chauds sont fixés aux jambes de Vincent qui s'assoit sur le banc et s'empoignardiment la rame au milieu des galériens stupéfaits de ce dévouement. Les oriflammes dansaient dans le vent qui paraissait plus guilleré. Le fifre répondait joyeusement au tambour. Vincent, coiffé du méchant bonnet rouge, ainsi courbé, offrait son dos nu au terrible fouet des Soucomites. Mais il était heureux. Il était heureux de partager la souffrance de ces hommes. Un arc-en-ciel de bonheur semblait traverser la galère, soudainement transfigurée. Ce ne fut qu'au bout de quelques semaines que Vincent fut reconnu, la comtesse de Joigny, inquiète de ne point recevoir de ses nouvelles, ayant entrepris des recherches pour le retrouver. À Marseille, cette histoire inouïe eut un retentissement considérable, et l'on en parlait encore lorsque les prêtres de la mission fondée par Vincent y furent établis plus de 20 ans après, en 1640. Vincent de Paul rendit son âme à Dieu en 1660, l'année même de l'entrée triomphale de Louis XIV à Marseille. Une année charnière pour notre cité qui va littéralement exploser hors des remparts et passer ex abrupto du Moyen-Âge à l'époque moderne. Ma mission est remplie, je vais à vous, Seigneur, nunc dimittis, furent ses dernières paroles. À Marseille, l'émotion fut immense et unanime. La cité phocéenne conservera dans sa mémoire collective le souvenir du saint homme à la calotte légendaire et à la soutane rapiécée. Il sera canonisé en 1737, et de ses œuvres charitables qui sont encore de nos jours très actives et chères au cœur des Marseillais. Gloire, grandeur et conquête. Ces trois mots résument ce que fut le règne de Louis XIV, qui sera le premier des grands monarques à s'identifier si parfaitement à la France. Louis le Grand en tout, peut-on lire sur le socle de sa monumentale statue équestre s'élevant au bas de la Canebière à la fin du XVIIe siècle. En fait, pour le roi Soleil, la grandeur de la France en Europe et dans le monde était la condition sine qua non de sa propre grandeur, et l'une n'allait pas sans l'autre.
Cela se traduisit par une longue suite de guerres, de victoires, mais aussi de défaites et des impôts toujours plus lourds, de moins en moins bien acceptés. Le Midi, à l'exception de Marseille, n'est pas épargné par les combats et l'invasion. À la misère qui en découle s'ajoute en 1685 la pire des décisions prises par le roi, la révocation de l'édit de Nantes. Cet affront sans précédent va ranimer la guerre religieuse. Le cycle infernal, violence, répression, souvent sanglante, est à nouveau déclenché. Le château d'If, le fort de Pignerol, l'arsenal des galères regorgent de ces combattants qui vont s'opposer aux milices du roi. Ajoutez à cela que des armées étrangères interviennent pour soutenir les uns ou les autres, on voit que la France, victime d'une décision absurde, n'est pas au bout de ses peines, même si, il faut en convenir, elle reste puissante et redoutée en Europe, sur terre comme sur mer. En 1688, Louis XIV fait frapper une superbe médaille dont la légende affirme que l'empire de la mer Méditerranée était assuré à la France par 40 galères. Si le XVIIe siècle, le grand siècle, fut profondément marqué par le long règne de Louis XIV, monarque absolu, on ne peut raisonnablement parler de ces années décisives sans évoquer quelques instants un observateur exceptionnel de cette époque à Marseille et de cette société en pleine mutation. L'incontournable marquise de Sévigné, qui, nonobstant tous ses titres, tous ses biens, se proclama provençale de cœur lorsqu'elle découvrit notre région après le mariage de sa fille, Françoise Marguerite, avec le comte de Grignan. Incontestablement, l'entrée de Marseille en littérature est due principalement à Madame de Sévigné. En fait, on peut dire que la marquise, dont l'imagination fébrile est nourrie de lectures romanesques, de références musicales, de ses états d'âme et des descriptions colorées de ses amis, dont Mademoiselle de Scudéry et le poète Vincent Voiture, donne son image de la Provence, et avec sa fougue habituelle, se défend de jamais la modifier. Ainsi restera-t-elle immuable, telle que l'a ressentie le premier jour, pour le meilleur et pour le pire. Malgré la bise, notre Mistral qu'elle redoute, et les ardeurs du soleil, la Provence, écrit-elle, est devenue mon vrai pays. C'est de là que viennent tous mes biens et tous mes maux. L'enthousiasme, la passion de la marquise vont surtout à Marseille. Elle décrit avec tendresse ses habitants. En la lisant, on croit voir évoluer des personnages d'Alexandre Dumas. L'animation et l'exubérance de la population l'impressionnent au point qu'elle imagine celle-ci bien plus importante qu'en réalité. Marseille est bien jolie et plus peuplée que Paris, il y a 100 000 âmes. Par ailleurs, la marquise est sensible à cette ambiance cosmopolite qui règne dans la cité phocéenne et à ce charme exotique qui fait qu'une simple promenade sur les quais du port vous transporte, comme par magie, dans les contrées les plus lointaines, au-delà des mers. Lors de sa première visite à Marseille, chaperonnée par Toussaint de Fordin-Janson, évêque de Marseille depuis 1668, elle s'émerveille de la chaleur et de l'hospitalité des Marseillais et de tout ce qu'elle découvre dans cette ville truculente et féerique. J'ai été à la messe à Saint-Victor avec l'évêque. De là, par mer, voir la réale et l'exercice, et toutes les banderoles, et les coups de canon, et des sauts périlleux d'un Turc. Enfin, on dîne, et après dîner, me revoilà sur le point de monsieur de Marseille, l'évêque, à voir la citadelle et la vue, et puis à l'arsenal, voir tous les magasins et l'hôpital. Elle est comme saoulée par cette ambiance exceptionnelle,
les couleurs et les sons étroitement mêlés, et partagent cette joie de vivre des Marseillais, riches et pauvres, nobles et simples pêcheurs, curieusement et étroitement unis dans ce climat festif et bon enfant. Poète des fleurs, elle aime aussi la nature et les superbes forêts provençales, comme celle de la Sainte-Baume, qu'elle découvre en 1680. Bal masqués, dîners, fêtes, excursions en mer se succèdent à chacune de ses visites à un rythme effréné. Elle apprécie particulièrement l'accueil et la cordialité des Forbins, une famille prestigieuse qui occupe une place importante en Provence. Un Forbin est en effet premier président du Parlement à Aix, un autre évêque de Marseille. Pourtant, si elle écrit beaucoup sur la Provence et Marseille, ainsi que sur les gens, ceux du peuple et ceux qui exercent l'autorité, si elle répète comme une litanie que la Provence est son pays, il est néanmoins nécessaire de nuancer ses propos. En fait, la Provence est son vrai pays dans la mesure où elle est le pays où sa fille a choisi de vivre auprès de son mari. Quel que soit l'intérêt et la sympathie que la marquise lui porte, la Provence sera toujours entachée pour elle de cette faute originelle. La Provence, si souvent louée, est aussi un pays détesté, un pays d'exil, un pays de conflit, car Grignon aime son pays et sa charge, et sa femme partage ses sentiments. Inconsciemment, Madame de Sévigné en voudra toujours à la Provence de lui avoir ravi sa fille. 17 années séparèrent son deuxième séjour en 1673 et son dernier en octobre 1690. Au cours de celui-ci, elle reviendra à Marseille, qui continue à la fasciner. C'est au château de Grignon qu'elle rendra son âme à Dieu après une brève maladie en avril 1696. Cette rapide évocation de Madame de Sévigné nous amène à nous interroger quelques instants sur le sort de la femme à Marseille, qui est à bien des égards plus enviable que celui de la Parisienne, de la Bourguignonne ou de la Bretonne. La Marseillaise, en effet, n'est guère encline par nature à jouer le rôle de potiche dans les salons ou d'esclave dans son foyer. Elle assume parfaitement sa féminité, comme l'on dirait aujourd'hui, mais elle ne ressent aucun complexe vis-à-vis de l'homme, et elle est le contraire de la femme soumise. Dans le petit peuple, mais aussi la petite bourgeoisie, elle tient très souvent les cordons de la bourse et gère avec parcimonie et rigueur le budget de la famille. Elle est en général plus instruite que la moyenne des femmes du royaume, grande bourgeoise et noblesse comprises. Elle s'intéresse souvent à toutes les formes de l'art et à la musique. Généralement, elle travaille, ce qui n'est pas fréquent à cette époque, même dans les couches les plus besogneuses de la société, à l'exception peut-être de la paysanne. Et elle réclame parfois haut et fort un salaire décent, équivalent à celui de son conjoint. Elle se trouve à la tête de toutes les manifestations contre la vie chère et les impôts trop lourds. Elle préfigure en quelque sorte la femme émancipée qui fera progressivement son apparition à la fin du XVIIIe siècle. Le plus étonnant est qu'elle exerce parfois à Marseille des professions qui étaient alors l'apanage des hommes. Elle est apothicaire, cordier, charpentier. Madeleine l'Artésutis, la belle Madeleine, fut au XVIe siècle la première femme armateur. J'ai vu à Marseille, pour la première fois de ma vie, des femmes qui faisaient le métier de barbier et qui, sans en avoir d'autres, ne laissent pas de gagner leur vie fort commodément. Ce ne sont pourtant pas les hommes qu'elles rasent,
mais seulement les personnes de leur sexe, rapporte Dumont dans son voyage de Provence et Languedoc paru en 1690. Il en est fort surpris et considère que la coquetterie féminine est la cause principale de la pratique d'un tel métier par le sexe faible. En fait, ces femmes barbiers sont les ancêtres de nos visagistes actuels. Madame de Sévigné partagera l'admiration de tous les voyageurs qui visitaient alors la cité phocéenne pour ces femmes qui avaient su s'imposer et tenir une place non négligeable dans la société marseillaise. Ainsi, au fil des années, durant le siècle du roi Soleil, coups de canon, coups de pioche, volonté royale, activité débordante de la population, besoin de celle-ci de mieux vivre et d'augmenter ses revenus, natalité explosive, enthousiasme des Marseillais pour les changements et le progrès technique et scientifique, fierté de leur identité et désir d'être les meilleurs, allaient peu à peu métamorphoser le visage de Marcillo, comme beaucoup de Marseillais appelaient encore leur ville, et faire de ce gros bourg moyenâgeux une cité moderne et prospère. Plus que partout ailleurs en France, le XVIIe siècle fut le grand siècle pour Marseille. À cause de cette radicale métamorphose de la ville et de ses habitants, les fêtes grandioses et la magnificence démonstrative des grandes familles marseillaises, image d'Épinal que l'on nous présente habituellement, ne constituant finalement qu'un élément secondaire de cette transformation. Il faudra attendre le Second Empire pour que la ville connaisse des bouleversements similaires sur le plan de l'urbanisme qui lui donneront l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Des hommes, des femmes contribuèrent dans leurs domaines respectifs à façonner au XVIIe siècle ce nouveau visage de la ville et à lui permettre de surmonter les épreuves innombrables qui ne lui seront pas épargnées au cours des siècles suivants et qui sembleront s'amonceler sur sa tête au fur et à mesure que notre flotte de galères allait décliner, au point que, force est de constater bientôt que Marseille n'était plus qu'un colosse aux pieds d'argile. Il faut bien noter, comme le remarque André Zisberg, qu'à la fin du XVIIe siècle, il y avait une éclatante disproportion entre la puissance des galères de France et leur quasi-inutilité sur le plan militaire. Seule la lutte contre la piraterie en Méditerranée est alors encore active et aurait justifié le maintien de galères de guerre afin de protéger nos navires de commerce. Or, il semble que de ce côté-là, les galères de France ne déployèrent pas un zèle excessif. Marseille, on l'a vu, vivait depuis des décennies au rythme de l'Arsenal. On assiste donc au début du XVIIIe siècle à la fin d'une époque, même si la disparition des galères de notre paysage urbain ne se fera que très progressivement. Ce n'est en fait qu'en 1748 que l'ordonnance de Maurepas consacrait cette disparition en réunissant le corps des galères à celui de la marine des vaisseaux. L'arsenal, devenu inutile, une vaste opération d'urbanisme s'ensuivra après la cession des lieux à la ville conclue en 1781. Conjointement à ce lent déclin, un certain engouement des Marseillais pour l'innovation dans tous les domaines et la métamorphose du visage séculaire de la ville contribueront à conforter ce sentiment partagé par beaucoup de fin d'une époque. Marsillo, en développant ses activités et en s'ouvrant sur la modernité, le progrès scientifique et les idées nouvelles, ne rompait pas pour autant le cordon ombilical qui l'attachait à ces rivages mythiques où une poignée de colons venant de Phocée avaient débarqué il y a 2600 ans pour fonder la ville.
À la fin d'une époque, certes, mais pas la rupture brutale avec le passé, les traditions festives, l'identité culturelle. Marcillon ne deviendra Marseille que progressivement, sans précipitation, puis sera enfin française dans les premiers jours de la Révolution, avec les droits et les avantages, mais aussi les devoirs et les contraintes qu'imposait inévitablement un tel changement. Les Marseillais, à la fin du XVIIe siècle, étaient conscients de ces transformations, disons plutôt de cette évolution, puis plus tard de cette révolution. Ils l'acceptèrent de bon cœur. Mais néanmoins, ils pressentirent que s'ils allaient connaître demain un monde plus facile et plus juste, ils devraient également affronter de nouveaux problèmes. Et ils éprouvèrent une certaine nostalgie en songeant à cette époque qui s'achevait, une époque rude, mais où l'on prenait le temps de vivre. Et ils commencèrent dès lors à regretter le temps joyeux des galères.